Nous recevons donc Pascal Catala et Renaud Évrard au sujet de la sortie de ce livre, La finalité, le paranormal et la science, consacré à l'œuvre d'un grand chercheur en parapsychologie, François Favre. Et donc, pour les présenter très rapidement, ils se présenteront plus amplement s'ils le veulent. Pascal a une double formation en informatique scientifique et en psychologie, et elle a investi depuis de longues années, 1978, dans diverses associations de parapsychologie. Elle a travaillé également à l'école polytechnique en tant qu'ingénieure informatique chargée d'assister les chercheurs. Elle a été aussi partie prenante d'une association qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait le GERP, le groupement d'études et de recherche en parapsychologie, et dont François Favre était un des membres, je pense. Oui, une des figures. Et donc elle s'intéresse plus particulièrement aux états modifiés de conscience. Quant à Renaud, il est bien connu aussi ici à l'IMI. Il est maître de conférence HDR. Alors HDR, ça veut dire habilité à diriger les recherches. Il est maître de conférence HDR en psychologie à l'université de Lorraine. Il a été président de l'association internationale de parapsychologie, qu'on appelle la Parapsychological Association, avec l'accent. Et donc il est l'auteur d'un grand nombre de livres, dont La légende de l'esprit, Phénomène inexpliqué, Expérience de mort imminente, et maintenant ce livre sur François Favre. Voilà, et sans plus tarder, du grand manuel de parapsychologie scientifique. Ah bah oui, avec les noms faut des pas livres. l'oublier, oui. sans oublier le pavé, je le remonte pour ceux qui n'ont pas vu. Donc le grand manuel de parapsychologie scientifique, qu'il a co-dirigé avec d'autres membres. Très bien, et bien sans plus tarder, je leur laisse la parole pour nous présenter l'œuvre de François Favre. Voilà. Alors voilà, il nous a fallu quand même une dizaine d'années pour arriver à mener à bien ce projet de publication des écrits de François Favre. Et je dois avouer que quand on m'a confié le contenu de son ordinateur après son décès, donc en 2016, je me suis sentie complètement dépassée par l'ampleur de la tâche, étant donné que c'était un texte très très long, foisonnant, plein de commentaires, de renvois, de notes, etc. Et nul autre que Renaud n'aurait pu mener à bien ce projet, parce que vraiment c'était titanesque comme travail. Mais du coup, il est resté 8 ans sur mon ordinateur sans que je l'ouvre. Mais bon, j'avais aussi peur que toi. C'est la limite, tout finit par arriver, mais ça prend du temps. Voilà. Et alors il a fait plein de paragraphes, il a très bien structuré, donc si on s'intéresse à un sujet particulièrement, on peut donc aller directement à ce paragraphe. Il a fait des petites synthèses. On a fait un glossaire ensemble, j'ai rajouté des schémas, donc, des notes. Renaud, tu as tous les remerciements de l'IMI merci. Et des éditions de l'IMI, donc que tu as créées. C'est sa grande œuvre posthume, et en fait, si ce travail n'avait pas été fait, probablement qu'il serait tombé dans l'oubli. Voilà, et c'était un peu dommage. Moi, je me sentais quand même engagée moralement, parce que j'ai beaucoup côtoyé François Favre, et puis c'était, comme tu dis, l'œuvre d'une vie, quoi. Donc, c'est un peu dommage que tout ce travail n'ait servi à rien. Bon, lui, il tenait pas particulièrement à être édité, en fait. Mais heureusement, à l'époque, on avait un étudiant du groupe des étudiants de l'IMI qui s'appelait Philippe Garnier, qui avait beaucoup de persévérance et qui a été voir François Favre pendant des heures durant pour l'interviewer et lui faire un petit peu cracher toute sa théorie, tout ça. Et donc, ça aussi, c'était... Il a assez de patience pour être maintenant maître de conf en sciences de l'éducation, si vous voulez. Voilà. Bon, c'est un peu une vocation des éditions de l'IMI de publier des textes qui ne trouveraient pas un large public, parce que c'est sûr que ça va pas être une réussite commerciale, étant donné que c'est long, c'est pas facile à lire, etc. Bon, ok. On met plein de warnings, vous allez probablement bugger et pas tout comprendre du premier coup, voilà. C'est normal, faut pas s'inquiéter. Donc je vais laisser Renaud vous exposer tout ça. Donc ça, c'est une des rares photos en couleur de François Favre. Que nous avons. Donc c'était la photo qu'il avait voulu mettre sur son site internet. Voilà, on a très peu de photos en fait. Donc j'ai vraiment essayé de fouiller les archives du GERP pour retrouver. Alors après, si on a le temps, je pourrais vous reparler plus du personnage.
Donc là, c'était un congrès parce qu'il y avait déjà des congrès de parapsychologie à l'époque. Après 68, il y a eu quand même une vague d'intérêt pour le paranormal. Donc là, c'était un congrès. Alors, François Favre n'étant pas du tout, était un peu rebelle et tout ça, anticonformiste. Il se mettait jamais en costard-cravate, même pour participer au congrès. Donc souvent, il ne cherchait pas à améliorer son image contre certains. Donc là, il était avec le commandant Tisanet. Un gendarme qui a beaucoup étudié les hantises, etc. Alors, il s'intéressait beaucoup aux apparitions et donc il est quand même à l'origine de mon propre intérêt pour les apparitions. Voilà. Alors là, c'était un congrès. Alors je l'ai mis parce qu'il y avait, oui, mais on voit pas parce que c'est petit. Donc il est tout à gauche, à l'extrême gauche, mais il y avait Hubert Larcher, il y avait Rémi Chauvin. Là, il y a Hans Bender, là. Hans Bender, enfin bon, les grands de la parapsychologie à cette époque. Emilio Servadio, je le reconnais. Voilà. Ça vous, Congrès en 1975. Christian Moreau. Ça c'est la suite qui était à droite, donc on voit mieux Rémi Chauvin. Rémi Chauvin qui a fait beaucoup pour faire connaître la parapsychologie là, il y a en France. Pierre Janin, on voit. Voilà, Pierre Janin était aussi le secrétaire général du GERB, de l'association. Et François Favre, lui, donnait des cours dans cette association. Et j'ai suivi ses cours, c'est comme ça que je l'ai connu. Ça, c'est le congrès de Reims. Alors, il faisait très sérieux, n'est-ce pas, ces messieurs, là. C'était dans une université, hein. C'était une des premières fois que ça se passait dans une fac. Et voilà, peut-être à peu près le seul portrait que j'ai. Oui, alors. Et là, donc. C'est vraiment old school, quoi. Bon, ça, c'était, voilà, typique. Après 68. Ils ont mis du jus d'orange pour faire. Alors, au genre, GERB, ça se finissait toujours, c'est comme dans Astérix, ça se finissait toujours par des banquet, pique-niques, et tout. Même si on avait des discussions théoriques, des fois un peu houleuses, mais voilà, ça se finissait toujours comme ça, voilà. Tu pourrais me dire qui sont les gens sur cette photo? Non, alors ça c'était avant que j'arrive au GERB, donc je ne sais pas, à part Béatrice, tout à gauche, extrême gauche, c'était la compagne de François Favre à l'époque. Ah, ok, d'accord. Donc ce qu'on n'a pas dit de François Favre, c'est qu'il est de formation médecin et il devait devenir psychiatre, mais il a décidé que là n'était pas son destin, que lui ce qu'il voulait faire dans la vie c'était de la parapsychologie, même si c'était pas payé, il voulait en faire 8 heures par jour. Et c'est ce qu'il a fait pendant plus de 40 ans, donc c'est vraiment assez unique. Et moi, je suis retournée lire ses travaux qui m'avaient beaucoup inspiré quand j'avais une vingtaine d'années, parce que je cherchais des penseurs qui arriveraient à un petit peu donner de l'intelligibilité à tout ce monde du psy. Et il se trouve que c'est difficile d'en trouver vraiment qu'on arrive à suivre. Et là, il y en avait un français qui, en plus, était un peu ignoré. Donc, comme on l'a dit, mai 68 a été marquant. Et vraiment, il est 68 art à plus d'un titre. Mais c'est surtout qu'il y a eu aussi, à l'université de Nanterre, une demande des étudiants. Nanterre est un foyer de mai 68, pour qu'il y ait des cours de parapsychologie au sein de l'université. Et ils ont embêté les professeurs de psychologie pendant 2 ans, les étudiants, avec des démarches administratives pour ce faire. Même Rémi Chauvin a changé d'université pour venir en soutien là-bas, mais finalement ça ne s'est jamais fait, et ils se sont consolés en créant d'abord le groupe d'études et de recherche en métapsychique, qui est devenu ensuite le groupe d'études et de recherche en parapsychologie. Favre, là-dedans, il n'est pas de cette première génération. Il découvre le GERP parce que Hans Bender, le chercheur allemand médecin qui avait fondé un institut et qui avait une chaire universitaire à l'université de Freiburg, lui a pu faire une interview qui a été diffusée à la télé. Il parlait un français parfait, il avait suivi des cours de Pierre Janet, etc., dans lequel il a signifié l'existence de ce GERP. Et donc Favre, en entendant parler de ça, il a pris contact et il est rentré là-dedans. Très vite, il a trouvé des confrères, vraiment c'est multidisciplinaire le GERP. C'est des gens, alors pas tous, mais qui ont fini dans des carrières directeurs de recherche au CNRS, professeurs émérites de psychologie, professeurs de logique, etc. Il y a vraiment des tronches incroyables qui se sont croisées dans plein de disciplines. Et lui, il est devenu un des moteurs, un des théoriciens les plus originaux de ce domaine, avec un caractère de cochon qui fait qu'il finissait par se brouiller avec absolument tout le monde, y compris moi. Et du coup, c'était pas toujours évident. Il cherchait vraiment à provoquer, à débattre. C'était pas insultant, mais effectivement, il pouvait
Lui, il faisait de la parapsychologie 8 heures par jour. Il n'y avait personne qui était à son niveau, vraiment, d'interlocuteur. Donc il leur disait, allez bosser, quoi, faites votre travail avant de me parler. Et c'est un peu autoritaire. Mais c'est très paradoxal parce qu'il est également très doux. Et n'importe qui pouvait lui écrire. J'ai des courriers quelques mois avant qu'il meure. Il se prend le temps de répondre à des petites lettres par des textes d'une dizaine de pages, extrêmement pédagogiques. Il a un souci de transmission. Il ne prend personne de haut. Véritablement, c'est contradictoire avec ce que je viens de dire, mais il a une exigence qui est morale aussi. La parapsychologie, pour lui, c'est pas juste un hobby, un divertissement, un champ de savoir comme ça pour faire le malin. Ça va et ça peut avoir des impacts sur le réel, sur le monde, sur la civilisation. Donc, c'est aussi ça qui fait de lui un penseur vraiment hors pair. Là, je ne vais pas pouvoir tout couvrir dans le cadre de cette conférence, mais il va connecter le psy avec la créativité, avec l'écologie, avec une critique du capitalisme. Et donc, il y a des prolongements de sa théorie que je vais vraiment vous synthétiser, qui vont extrêmement loin et que presque aucun autre chercheur en parapsychologie n'a été creusé. Ce qu'il a pu faire, c'est effectivement Philippe Garnier, à partir de 2004, à peu près au même moment où moi je suis arrivé dans le groupe étudiant NEMI, il a découvert, comme moi, les écrits de Favre que Pascal Catala et d'autres avaient mis en ligne sur le site du GERP, et aussi qui sont présents dans la revue Métapsychique derrière vous, et qui sont fascinants. C'est-à-dire, dans les années 70, on a un noyau théorique en France de gens géniaux qui pensent la parapsychologie comme nulle part ailleurs, et qui interagissent et qui publient pas seulement des articles, mais aussi leurs débats, leurs échanges, leurs points de désaccord. Et donc là, on a vraiment quelque chose qui fourmille. Enfin, nous, on passe 30 ans après, on est une autre génération. Moi, j'étais au Québec, en gros, pour une année d'études pendant que j'ai découvert ça. Une des premières choses que j'ai faites en revenant en France, c'est essayer de rencontrer François Favre, qui m'a reçu dans son taudis, parce que du coup, ça paye pas la parapsychologie, hein, vous avez compris, au JV du RMI de l'époque, et qui était en difficulté aussi pour faire diffuser ses idées, puisqu'il n'avait pas une école, une chaire universitaire ou des choses comme ça. Philippe a essayé de l'aider à transmettre en lui posant des questions très simples pour l'aider à simplifier, se faire entendre, donner des exemples, ce que Pascal a beaucoup fait aussi pendant très longtemps. Et donc ce dialogue, et c'est un livre de dialogue. C'est ça aussi qui est intéressant, ça le rend très vivant. C'est des questions-réponses, et des interpellations, des désaccords aussi. Alors c'est aussi réécrit. C'est réécrit parce que je vois bien que Philippe Garnier n'a pas posé toutes les questions. Il y a des fois François qui met la question qu'il aurait dû poser et à laquelle il répond. Donc on ne sait plus de qui est là-dedans, hein, mais c'est pas très grave. En tout cas, ça garde ce côté dialogue. Et puis, Philippe a tenu pendant 7-8 ans le projet, mais François ne livrait jamais le résultat final de ses corrections, et il a quasiment abandonné ce manuscrit quelques années avant sa mort, tout en ayant le souci, parce qu'il avait prévu comme ça, que ce soit transmis, et que, éventuellement, ce soit publié, mais plutôt posthume, parce que je pense qu'il n'aurait pas supporté de son vivant. François Favre, où est-ce qu'on peut le ranger? Et là, c'est un casse-tête incroyable. Je pense que vous allez comprendre que c'est un peu inclassable. Il se dit taoïste. Je ne connais pas beaucoup de chercheurs qui se disent taoïstes aujourd'hui, parce que la dialectique complémentariste du yin-yang correspond exactement à ce qu'il pense nécessaire pour rendre compte de ce qui se joue en parapsychologie. Bon, je vais préciser ça par la suite. Il se dit également néo-animiste, en disant finalement tout dans le monde a une forme d'esprit. Donc les animaux, les végétaux, mais aussi plus globalement la Terre, le Soleil, l'univers a une base spirituelle. Et la raison de ça, c'est pas juste une pétition de principe, une croyance, c'est que la psychocinèse, l'influence de l'esprit sur la matière, s'étend à l'ensemble de l'environnement, et ça ne pourrait se faire que s'il y a une base d'esprit avec laquelle, qu'on peut éveiller, animer au sein de la matière. C'est-à-dire, c'est un animisme nourri d'idées scientifiques. L'idéalisme magique, alors ça c'est encore moins connu. Il dit qu'il y a un seul génie en parapsychologie, et je vérifiais, il est effectivement jamais cité dans aucun
aucune de ces revues derrière vous, ni aucun de ces livres, c'est Novalis. Novalis, qu'on connaît plutôt comme poète romantique, mais qui est aussi un philosophe polymathe, et qui meurt très jeune, mais a laissé un certain nombre d'écrits qui sont maintenant édités. Novalis développe une théorie qu'il appelle idéalisme magique, et qui est vraiment une sorte de monisme à double aspect, expliquant comment la magie peut devenir réelle, comment l'esprit s'incarne dans la nature, tout en évitant le dogmatisme religieux du surnaturel et le dogmatisme matérialiste réductionniste. On a du coup un pan, et il va trouver dans les aphorismes, dans les petits brouillons de Novalis, des intuitions absolument géniales qu'il va aussi réutiliser. Et il dit « Heureusement que j'ai découvert Novalis à 45 ans, sinon j'aurais pas osé écrire une seule ligne. » Et il se dit complémentariste. Le complémentarisme, à la base, c'est plutôt une notion qui vient en psychologie avec William James. Et ensuite, elle va être reprise à escient par un certain nombre de physiciens, théoriciens de la physique quantique, comme Niels Bohr ou Heisenberg. Et Niels Bohr dit j'utilise le complémentarisme parce que justement, je veux réintégrer la notion d'esprit ou de conscience dans le monde matériel en montrant qu'il y a une forme de symétrie et d'équilibre. Et plus proche de nous, un Roumain francophone, Stéphane Lupasco, a été présent au sein du GERP et a fait la passerelle entre la parapsychologie et la logique complémentarisme, la logique entière inclus notamment. Et donc il y a un niveau de réflexion dans lequel il s'est beaucoup retrouvé. Déjà, je pense que personne n'a ces coordonnées-là véritablement. Si je rajoute qu'il est immanentiste, ça ne va pas plus vous parler, mais voilà. Et alors, excuse-moi, je t'interromps, mais donc, il y a le signe du yin-yang qu'on retrouve sur la couverture, je sais que tu as remarqué, oui, tout à fait, qui est fondamental dans sa pensée. Donc, oui, très taoïste. Parce qu'il oppose toujours des choses, des couples, et toujours un peu de noir dans le blanc et un peu de blanc dans le noir. Bon, tu vas en parler plus tard. Et c'est exactement la slide là, c'est-à-dire qu'il s'est donné une méthode qu'il va suivre. En fait, là, pour tout ce livre, c'est le raisonnement complémentariste. La méthode, c'est énoncer une idée et chercher si son contraire est également valable. Si on fait ça, si on arrive à avoir une chose qui fonctionne dans un sens et son inverse qui fonctionne également, eh bien, on a trouvé pour lui un point de réel, un point de vérité, parce que ces vérités sont finalement très équilibrées par la suite. Et donc, il y a des choses qui sont données comme ça, comme l'existence psychosomatique. Il va dire « je suis un corps et un esprit ». Et ce « je suis un corps et un esprit » qui sont deux entités incompatibles mais absolument complémentaires, c'est pour lui bien avant le cogito ergo sum, je pense dont je suis de Descartes. On a cette complémentarité du corps et de l'esprit. On des particules en physique quantique, ce qu'on va appeler le quanton. Le quanton, c'est ce qu'on décrit, qui est à la fois deux modes d'existence différents. Et là où ça va devenir plus intéressant pour lui, on ne fait en science habituellement que parler de causalité. Que fait-on de la finalité, du coup, qui serait son pendant complètement incompatible? Et là, je vais rentrer plus dans le détail de tout ça. Et il va utiliser plein de notions, je vous en ai mis là quelques-unes juste pour vous rendre compte. À chaque fois qu'il y a une notion qui fonctionne bien, genre en psychologie on parlait de la perception, eh bien il va créer une sorte de symétrique de la perception qui s'appliquerait dans un autre champ. Par exemple, la percipience va s'appliquer au champ de l'imaginaire. Il va y avoir un temps objectif qui est celui qui va du passé vers le futur et qui est étudié par les physiciens en général, mais il y aurait un temps subjectif qui, lui, va du futur vers le passé, etc., etc. Je rentrerai plus dans le détail de ce genre de choses, mais vraiment, toute cette terminologie est basée sur des couples d'opposés complémentaires. Un des aspects, c'est une grande confusion qu'on a par rapport à ce que c'est la méthode scientifique, qui serait de chercher des causalités. On dit, voilà, je veux comprendre la cause qui déclenche l'effet. En réalité, il dit non, la science cherche des déterminismes. Et on a découvert, et même avant la physique quantique, les théories du chaos, des choses comme ça, qu'il n'y a pas qu'un seul déterminisme causal qui opère dans le monde physique, mais même avant tout ça, vous avez Aristote qui présente 4 formes de cause. La causalité matérielle, la cause finale, la cause efficiente, la cause formelle, etc. Là, par exemple, c'était l'exemple d'une table. Pour Aristote, on peut décrire les déterminismes qui s'appliquent
à cette table de 4 façons différentes et tout à fait compatibles entre elles. Donc la causalité n'est en fait qu'un cas particulier du déterminisme et la science recherche le déterminisme, donc comment on comprend qu'une chose en emmène une autre, mais le sens causal est une spécificité. Du coup, je vais vous présenter des choses à la façon des choses. Normalement, ça, vous le connaissez. Le déterminisme causal, vous l'avez tous appris. Et vous allez voir comment on déduit du déterminisme causal ce qu'est le déterminisme final. Donc, le déterminisme causal, il a une direction, il va du passé vers le futur. Sa nature, c'est des causes objectives, donc c'est un champ qu'on peut mesurer, vont donner des effets prédictibles. On a de la prédictibilité possible. Son caractère, il est automatique, il n'a pas besoin de conscience, on n'a pas besoin d'opérer à ce niveau-là. Et l'exemple qui visuellement fonctionne le mieux, c'est les boules de billard qui s'entrechoquent. La boule blanche va taper les autres boules qui vont entraîner d'autres boules, etc. Ce déterminisme causal va donc connecter une cause antérieure, et là on peut aussi le traduire en termes énergétiques, c'est une émission d'énergie, je tape en fait la boule blanche si vous voulez, une impulsion accomplie, et ça va la connecter à des effets observables, et les effets en fait c'est que les autres boules absorbent l'énergie émise par la première. C'est ça, c'est un échange énergétique de ce type-là. Pourquoi on parle de déterminisme causal aveugle? Parce que l'aveuglement de la causalité renvoie à son absence de lien avec toute signification, il n'y a pas d'esprit et de conscience nécessaire, ce n'est que de l'objectivité, comme les boules de billard qui s'entrechoquent. La causalité implique, et là c'est intéressant, donc c'est un effet passé-futur, mais c'est un effet divergent. Je vous le montre comme ça, c'est vraiment, une cause va emporter plusieurs effets, d'accord, qui sont prédictibles, une divergence probable d'une cause vers des effets multiples. On peut statistiquement les voir. La réversibilité de ce processus n'est que partielle. Si vous prenez un verre et que vous le jetez au sol, que vous essayez de recomposer le verre en recollant les morceaux, il y a toujours un petit peu de trucs qui font que ça ne va pas marcher. Donc, c'est partiellement, on pourrait revenir rétrodéterminer la causalité, mais on n'y arrive pas. Ok, donc ça c'était le déterminisme causal. Maintenant, le déterminisme final, lucide, a une direction qui va du futur vers le passé. Il y a donc une inversion temporelle par rapport à la flèche du temps classique. Sa nature, c'est qu'une fin subjective va rétro-déterminer des moyens adéquats. Son caractère, c'est qu'il est intentionnel. Donc s'il est intentionnel, il porte une part de subjectivité. Il est conscient également. Et l'exemple, c'est je veux réussir un examen. Voilà, le bac. Eh bien, je me donne les moyens de le faire, je révise, je vais en cours, etc. Et on le fait tous, en fait. C'est assez banal de penser qu'on se donne des buts et qu'on va chercher des moyens mobilisés, mais en amont, hein, une sorte de rétro-planning en permanence pour arriver à nos fins. Mais avoir le bac, c'est pas automatique. C'est moi, je veux avoir le bac. Je me donne une intention et j'y pense, quoi. Ce qui se passe, c'est il y a une convergence pour le coup, mais qui est improbable, deux causes vers un effet unique. La symétrique de l'autre, c'est que là, les différents moyens comme aller en cours, prendre du temps pour réviser, refaire des exercices, etc., en fait, il n'y a pas une chaîne de causalité entre ces éléments-là. Je pourrais aller aussi au petit doigt, me dire je vais réviser que cette matière, et c'est cette matière qui tombe, ce sujet qui tombe à l'examen. Vous voyez, il y a des convergences de choses très aléatoires qui font que je vais arriver à ma fin. Elle est improbable parce qu'on va du coup pas pouvoir aussi prévoir l'ensemble. Donc le déterminisme final connecte une fin postérieure à un accomplissement inertiel. En gros, moi je le visualise comme ça, vous avez dans votre calendrier de l'année un jour où vous allez avoir le concert de Céline Dion ou les vacances, vous mettez une croix dessus. Et en fait, tous les jours d'avant sont en inertie attirés par cet événement. Et vous allez faire en sorte de faire converger les moyens, le hasard, la chance et les 900 € de billets d'entrée pour y arriver. Donc, vous mettez donc cette fin postérieure est connectée à des moyens imaginables qui sont des désirs adéquats. La lucidité de cette finalité tient à ce qu'elle est pleine de signification, elle sait déjà ce qu'il doit arriver, on sait qu'on va aller au concert ou en vacances, etc., du point de vue du sujet, mais l'individu est libre et il peut décider que finalement, Céline Dion ou les vacances, on peut s'en passer aussi. Donc, on peut modifier ce but. On peut utiliser son argent différemment ou son temps différemment, consciemment ou inconsciemment. Donc, la finalité se caractérise par une détermination inversant la flèche du temps avec une divergence du futur, la fin, vers le passé.
les moyens, ce que nous observons à notre échelle, est donc une convergence improbable de cause vers un effet unique. Alors, là, je l'ai dit en termes hyper génériques. Et c'est volontaire parce que ce que pose François Favre, ce que pose François Favre, c'est que ce déterminisme final, il est fonctionnel dans tout le champ scientifique. On va plus parler du champ parapsychologique, et je vous donne un exemple pour que vous vous rendiez compte de à quel point c'est pertinent de penser comme ça. Il y a Jean qui est musicien, et il est en train de composer un morceau de musique dans lequel il trouve que ce serait bien d'ajouter une flûte. Et il associe sur le fait qu'il avait un ami flûtiste, mais ça fait très longtemps qu'il l'a pas vu. Et voilà, et puis il est avec sa compagne Sophie, et puis après qu'ils aient bossé la matinée, ils décident d'aller boire un verre sur les Champs-Élysées, et il se trouve qu'un orage éclate alors qu'ils sont en terrasse, ils n'ont pas la possibilité de se mettre à l'intérieur, du coup ils vont se cacher dans un escalier qui mène à une boîte de nuit, ils sont un peu à l'abri, et il y a une sorte de cabine téléphonique, enfin quelques appareils téléphoniques qui sont sur le côté, et là, bizarrement, il y a un des appareils qui se met à sonner. Okay, ce qui est déjà pas habituel parce que on appelle mais on reçoit pas trop les appels. Donc là, Sophie va décrocher et le monsieur est tout énervé parce qu'il a un problème qui s'est déclaré à sa maison et il a besoin que son assurance intervienne d'urgence. Mais ça, c'est pas le bon numéro. Alors elle essaie de lui expliquer, il veut rien entendre. Donc elle le passe à Jean. Jean décroche, il réexplique les choses et là il dit Mathias. Mais comment c'est fou et tout. Et donc c'est son ami flûtiste. Et donc il lui dit, mais tu sais, je suis aux Champs-Élysées à Paris, viens, t'as du temps, on se retrouve. Donc il revient et Mathias, il vient avec sa compagne. Et sa compagne, c'est l'ancienne professeure de piano de Sophie. Oh. Donc, vous voyez le niveau d'improbabilité qui se cumule, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un problème à la maison qui demande d'appeler l'assurance, qu'il fasse un faux numéro, que le faux numéro corresponde à l'appareil téléphonique, il faut qu'il y ait eu l'orage, il faut qu'ils aillent se cacher là, il faut qu'ils soient à cet endroit-là. Enfin, on voit bien l'intérêt. Il a envie de retrouver son ami flûtiste. Le sens, il est évident, mais le déterminisme causal, il est ridicule. On n'arrivera pas à rendre compte de tels événements sans une façon de penser du déterminisme final, lucide. Ce que je viens de décrire comme coïncidence significative, c'est du psy rare. Je pense pas que Jean ait multiplié ça 15 fois dans sa vie. Mais pour Favre, qu'une fin rétrodétermine des moyens antérieurs, ça arrive tout le temps. On fait tout le temps des projets qui mobilisent des moyens, et la moindre activité, je vais y arriver, au psy courant, la notion de psy ordinaire, la moindre activité en fait de corps-esprit ou ce que tu fais dans ta vie, implique du déterminisme final. C'est juste qu'on le raye, on l'efface de la façon de présenter des choses, mais il est là tout le temps. Ce à quoi tend Favre, c'est d'abord d'écrire le déterminisme final, parce que ça n'a pas été très bien fait et il faut en voir les applications, mais il dit ce n'est qu'une partie de la chose, c'est-à-dire il faut des sciences de l'intentionnalité, de l'imaginaire, pour rendre compte de tout ça. Il va passer notamment sur une étude du rêve, mais son projet, c'est que là c'est une version encore réduite, c'est de me parler d'un déterminisme circulaire. Comment le déterminisme causal et le déterminisme final se complètent dans le monde habituellement. Et la signification, ce qui fait que ça tourne, c'est la combinaison. Je vais vous montrer un déterminisme circulaire juste après pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Mais en gros ici, la partie droite du schéma, c'est, si vous voulez, ce qu'on étudie actuellement en sciences naturelles. C'est des causes, qui sont des actions, qui donnent lieu à des effets, qui sont perçus, mesurés, ce que vous voulez. Et tout ça passe par autrui, c'est-à-dire autrui, il n'a pas d'intention, c'est n'importe quel observateur verra que la cause donne l'effet. Et on dit, en science, on ne s'intéresse que à des processus qui répondent à ce déterminisme causal. Voilà. Donc toute la partie gauche du schéma n'existe pas en science. Par contre, la partie gauche, c'est donc des fins qui déterminent des moyens. Les fins sont des agences, c'est-à-dire c'est des actions mais qui se passent au niveau imaginaire et donc impliquent des intentions. Et la façon dont elles sont perçues, ce qu'on pourrait appeler très maladroitement, et Favre le critique énormément, la perception extrasensorielle, il appelle ça une percipience. C'est-à-dire que la nature de l'information qui arrive dans une prémonition, dans un flash de voyance, etc., c'est pas une information, ce n'est pas un signal classique, c'est un élément symbolique avec beaucoup d'équivoques, etc., etc. Donc les percipiences psy, mais je dis psy pour préciser parce que
il dit par exemple, une percipience, c'est la plus commune, parce qu'il y en a, encore une fois, il y a des percipiences rares et des percipiences communes. Une percipience commune, c'est un souvenir. Un souvenir, c'est une image qui se métamorphose en cours de route, qui n'est pas du tout la reproduction fidèle de la réalité, et en fait, cette plasticité et la façon dont on l'évoque, quand on se promène dans nos souvenirs pour chercher un truc qu'on a oublié, on est dans quelque chose que Bertrand Meus a beaucoup travaillé, qui est la métamémoire. On est dans un registre de processus subjectifs extrêmement complexes, qui passe par la subjectivité, pour le coup, et donc par le soi. Donc, cette finalité lucide complète la causalité aveugle, et les deux, en fait, s'inscrivent en miroir, et quand on arrive à faire la boucle, ce que lui va proposer, il va appeler ça le circuit psy, eh bien, on a une théorie de la signification. Mais il dit c'est un niveau hyper complexe pour arriver à là, c'est une métaphysique qui arrive à rendre compte de l'ensemble. C'est vers ça que tend la parapsychologie. Les parapsychologues ont beaucoup de mal à se dire métaphysiciens. Ils prétendent plus souvent faire des petites expériences en laboratoire très contrôlées et rester dans les limites du savoir à peu de choses près, alors que là on leur dit non, si vous voulez faire de la parapsychologie, il faut expliquer le temps, l'espace, l'intentionnalité, et il faut rentrer dans une combinaison de sciences naturelles et sciences humaines qui demande un travail titanesque. C'est pour ça que la plupart des parapsychologues ont adopté un modèle implicitement ou explicitement qui est causaliste. Ils prétendent, par exemple, qu'une télépathie, c'est une radio mentale. Quand on envoie un vrai signal et essaye de voir si ce signal il répond à la distance, au temps, si on peut le bloquer. La psychokinèse, c'est une énergie de l'esprit qui modifie la matière. Et donc, pendant presque un siècle, les parapsychologues se sont contentés de théories qui collent bien avec le modèle matérialiste physicaliste, sauf que Favre leur dit, mais non, il n'y a rien dans votre objet qui correspond à ça. Nous n'avons pas d'informations fiables, nous n'avons pas de prédictibilité, nous n'avons pas de reproductibilité. Donc il faut arrêter de vendre des promesses de chamelier, là, et aller vraiment se rendre compte de ce qu'il y a. Et sa méthode à lui, ça a été, dans un grand premier temps, d'aller chercher les cas spontanés. En fait, ça a été, je vous ai dit, ça prend 8 heures par jour pendant 40 ans, de lire tous les livres, toutes les revues, en français parce qu'il lisait très mal les langues étrangères, et d'aller chercher, qu'est-ce qu'ils racontent les gens? Qu'est-ce qu'on retrouve de façon redondante? Qu'est-ce qui est bien vérifié? Qu'est-ce qui n'est pas vérifié? Et de partir des cas spontanés pour construire finalement la base de la parapsychologie pour ensuite la théoriser. Donc, un des principes centraux auxquels il arrive, c'est que les phénomènes psy qu'on trouve rares sont tous basés sur l'inversion temporelle, qui est la marque du déterminisme final. Et donc, c'est donc essentiel de comprendre comment on fait une prémonition, comment on fait une rétropsychosynèse. Ça permet de résoudre un certain nombre de paradoxes que pose la parapsychologie et que n'arrivent pas forcément à travailler les autres. Et ce sont des paradoxes que Favre va amener comme étant au cœur du vivant, de la liberté, du libre arbitre. Je vais arriver à des éléments comme ça, mais les questions qui sont travaillées en parapsychologie sont des questions qui vont amener une proposition de réponse dans tous les champs scientifiques. Et il est arrivé à ça, notamment grâce à un auteur qui était à un moment à l'IMI, qui s'appelle René Sud. Et René Sud, il a d'abord œuvré en parapsychologie, et par la suite, il était journaliste scientifique. Il a lu dans tous les domaines scientifiques, et il s'est rendu compte qu'il y avait des anomalies dans tous les domaines. Dans la biologie, dans la physique, etc. Et il a fait un livre qui s'appelle « Les nouvelles énigmes de l'univers », où en fait, il va montrer comment toutes ces anomalies correspondent finalement à la même question qu'amènent les phénomènes psy. Il a aussi, Favre, tenté de discuter avec plein de chercheurs contemporains, mais par exemple, il a discuté avec Olivier de Costa de Borgard, on en a parlé il y a peu de temps là, qui est un grand physicien, théoricien de la physique quantique en France, mais Borgard, même s'il avait des sympathies pour les phénomènes parapsychologiques, il n'arrivait pas à modifier sa théorie du temps entièrement déployé. Il était finalement collé au modèle d'Einstein, où en gros, le temps est déjà réel, il existe de toute infinité, il est de toute éternité, il est tout à fait étendu, et avec ce modèle-là, on n'arrive pas à résoudre les paradoxes que pose la prémonition. Et je veux vous arriver à ce paradoxe. Ça, c'est en 1982
déjà, que Favre arrive à ce modèle-là, qu'il appelle le modèle de l'autoprémonition, et qui se base sur énormément de récits de ce qu'on appelle des prémonitions préventives. En gros, la grande majorité des prémonitions permettent de prévenir un malheur. Prévenir à la fois en termes d'information, il va t'arriver ça, et puis du coup on est un peu moins choqué quand on a l'info, mais aussi prévenir au sens, si tu fais une action préventive, tu peux peut-être l'éviter. Donc au double registre. Donc le sujet va pressentir un événement futur, un accident, et pourquoi c'est un malheur qu'on prévient? En fait, il dit que l'intentionnalité de base, vous n'avez même pas à discuter de cette intentionnalité, c'est la survie de vous et de vos proches. C'est vraiment une sorte de base biologique. Et du coup, vous prévoyez les accidents qui pourraient vous atteindre ou atteindre vos proches, votre communauté. Et donc, le sujet va pressentir quelque chose et il va agir pour empêcher la réalisation de cet événement. Mais du coup, cet événement qui n'est pas arrivé et dont il a été prévenu, quelle est sa nature en termes de réalité? Il y a un gros problème. Il a vu quelque chose qui n'arrivera jamais, donc qu'est-ce qui a pu l'informer? Et donc, pour rendre compte de ça, il faut une théorie du temps dans lequel le futur, l'événement futur que vous trouvez en rouge ici, est complètement virtuel. Virtuel ou imaginaire, parce que Favre va simplement opposer réel et imaginaire. Donc, dire que le futur n'est pas un temps déployé de toute éternité, comme le veut la théorie d'Einstein, vient dire qu'il y a un temps objectif des physiciens, mais un temps subjectif, et il y a quelque chose qui ne colle pas ici. Donc, ce qu'il arrive à prévoir ici, c'est que, pour lui, mon moi actuel va avoir une percipience. Il va pressentir quelque chose. Mon moi actuel est un moi réel. Ici, maintenant, c'est la seule réalité que j'ai. Tout le reste, mon passé comme mon futur, sont imaginaires. En tout cas, mon moi actuel pressent quelque chose. Il a la percipience qui est là. Spontanément, si je fais juste ce que j'avais prévu de faire, genre prendre ma voiture et me rendre au truc, on en a parlé d'un exemple tout à l'heure, et je vais me servir de celui-là. Une personne rêve que son enfant a un accident de luge. D'accord? Donc, elle fait en sorte que son gosse ne prenne pas la luge. Elle ne veut pas prendre la luge, peut pas prendre la luge. Puis à un moment, elle trouve que c'est assez sécure, et elle le laisse prendre la luge, et là, il y a un bourrin qui arrive et qui rentre sur son gosse. Voilà. Donc, mais on peut l'éviter, hein. Il y a des cas où les gens l'évitent totalement. En tout cas, l'action spontanée qui aurait été « non mais c'est qu'un rêve, allons-y, vas-y, va prendre ta luge, je suis pas une mère non plus trop qui serre la vis », conduirait à l'événement. Et donc mon moi futur, lui, aurait la perception de l'accident, de l'événement. Sauf que mon moi futur ne veut pas cet accident. Et donc, il m'informe, alors il transmet une intention, informer c'est pas le bon vocabulaire, qui va à rebrousse-poil du temps. Et ce que vient dire Favre, c'est que la prémonition, ce n'est jamais une hétéro-perception, une hétéro-percipience, ce n'est jamais quelqu'un qui me transmet, quelqu'un d'autre qui me transmet l'information, c'est mon moi virtuel, un de mes moi virtuels du futur, qui me transmet une tendance possible du futur à laquelle je vais pouvoir m'adapter comme je le souhaite. Je reste libre, moralement, de suivre l'action spontanée, je vais finir ça puis je prends la question, ou alors de mettre en place une action préventive, comme ne plus donner la luge au gosse. À partir du moment où j'ai ouvert un chemin pour un autre futur possible, eh bien, j'ai un autre moi futur, virtuel, dans lequel je peux aller. Ce qui est d'intéressant dans ce modèle de l'autoprémonition, c'est qu'il n'y a plus un problème de distance spatiale entre l'événement qui va arriver à un moment et moi. Il y a un problème de distance temporelle. C'est à ce niveau-là, puisque Favre va dire c'est une autotélépathie. Je suis en connexion avec mon devenir, avec la personne que je vais devenir, ou globalement, toutes les tendances qui s'offrent à moi, toutes les options qui s'offrent à moi. Et toutes ces tendances, elles font, notamment sur un plan affectif, elles font des pressentiments à rebrousse-poil. On le voit à un niveau microscopique. Là, quand je dis un accident de luge, c'est très macro. Mais on a des recherches qui ont été menées sur le pressentiment physiologique, où on voit qu'en présentant des images soit neutres, soit stimulantes, soit violentes ou sexuelles à des gens, au hasard, les gens vont réagir en amont de la présentation d'images quand celle-ci est stimulante
plutôt que quand elle est neutre. 400 millisecondes avant que ça arrive, ils vont avoir des indices physiologiques qui se changent. Et donc ça, c'est une telle banalité finalement de pressentiment affectif qu'en fait, c'est un truc continuel. On est toujours avec 2 temps d'avance, si vous voulez. Avec nous-mêmes, hein. C'est-à-dire, ça reste nous-mêmes qui faisons de l'autotélépathie. On a un phénomène-ci de prémonition. Mais en fait, cette prémonition, c'est pas juste une perception extrasensorielle. C'est à la fois une perception extrasensorielle, vous avez la percipience, et vous avez l'agence. L'agence, c'est-à-dire votre moi du futur, lui, va déclencher une action imaginaire qui est de transmettre une intention, une tendance du futur à rebours du temps. Et donc, vous avez à la fois, si vous voulez, une psychocinèse, une influence de l'esprit sur la matière, à rebours du temps, et une percipience ou une cognition anomale, comme vous voulez. Donc, il va dire, Favre, que ce qu'on a séparé dans la parapsychologie entre psi gamma et psi kappa, les perceptions extrasensorielles et les influences, eh bien, c'est un seul et même phénomène tout le temps. On fait toujours et de la psychokinèse et de l'ESP. Donc il y a toujours un équilibre parce que c'est circulaire comme déterminisme. Voilà ce qu'il faut comprendre. Mais ça, c'est genre tome 2 là. Hein. C'est vraiment, vous avez déjà passé des bonnes bases. C'est le circuit psy. Alors on lui a dit, Guy Benet lui a dit que c'était son mandala, parce que ça prend vraiment la forme d'un mandala. Mais c'est aussi lié au complémentarisme. Et il a finalement, c'est une complexification du modèle que je vous ai présenté tout à l'heure. Il a simplement nommé les 4 cadrans qui composent ce système. Il a également attribué des aspects physiques, c'est-à-dire par rapport à la vitesse de la lumière. Je vais y revenir. Il va parler de bradyons, puisque c'est le vocabulaire pour toutes les particules qui vont moins vite que la lumière, et de tachyons pour les particules qui vont plus vite que la lumière. Sauf qu'en fait, elles ont des propriétés complètement inversées. Ce qui fait que les tachyons sont, alors aujourd'hui, pas détectés par des appareils de mesure, parce que leurs propriétés sont anti-détection, si vous voulez. Ça va vraiment à rebours de tout. Par contre, dans les théories, dans les calculs, les tachyons sont utilisés, on les appelle particules du genre espace, et elles permettent de comprendre comment l'univers fonctionne. Mais pour Favre, et je vais y arriver, mais ces tachyons sont un support de l'imaginaire. C'est pour ça qu'il place tout ce cadran de l'imaginaire comme étant s'appuyant sur éventuellement ce support matériel qui serait des tachyons. Et puis après, il y a l'opposition entre entropie, négantropie, entre conception et imagination, et les autres, on les avait fait. Il y a subjectif du côté de l'esprit, objectif du côté de la matière. Et puis, il va y avoir cette distinction entre moi réel et moi imaginaire. Je ne vais pas pouvoir tout décrire, hein, c'est impossible, mais pour vous montrer un petit peu... mais ça c'est toute la théorie. Hein. Après, une fois qu'on a ça, on peut circuler là-dedans comme on veut. On peut partir du cadran 4, faire tout le tour et décrire tel déterminisme dans telle situation, en sociologie, en psychologie, ou ce qu'on veut, ou en physique, etc., etc. Donc après, ça circule bien, mais c'est vrai qu'il faut amener les éléments un par un. Et le moi imaginaire, moi réel, c'est aussi lié à tout son travail qu'il a fait sur le rêve. Il a beaucoup étudié ses propres rêves, et il a fait quelque chose que j'ai trouvé assez unique, c'est vraiment utiliser la terminologie de la physique en termes d'espace, de temps, de irréversibilité et de déterminisme pour rendre compte de ce qui se jouait dans les rêves. Voilà. Bon, je ne vais pas forcément tout détailler aujourd'hui, j'ai fait un séminaire sur une année, on était 30 au départ, j'étais tout seul à la fin, et là j'ai pas envie que vous partiez tout de suite, donc voilà. Je vous amène quand même des petits éléments que j'ai trouvés assez pertinents. À un moment, il dit, mais en fait, il n'y a pas seulement 2 déterminismes, si on veut vraiment rentrer dans le détail, c'est comme s'il y avait 4 déterminismes. Parce que le déterminisme causal qu'on connaît bien, une cause amène des effets, en fait, il va aussi passer par un déterminisme local. On va inverser le sens du temps par la conscience, c'est ce qu'il dit, pour arriver à dégager une finalité. Bon, alors ça, c'est un peu complexe à comprendre. Le déterminisme final, je l'ai décrit, et il va présenter également une sorte de déterminisme qu'il nomme pas, mais que je vais appeler déterminisme holistique, où il dit qu'il y a une inversion du sens de l'espace par la volonté. Je reprends mon exemple de tout à l'heure des Champs-Élysées. Vous avez une convergence d'éléments qui sont extrêmement éparpillés dans l'espace, mais la volonté, c'est-à-dire l'intention de la personne, hein, dont elle a plus ou moins conscience, hein, cette volonté-là, c'est comme si elle servait d'attracteur pour amener des éléments qui étaient distants spatialement. Ce déterminisme holistique, il avait été décrit avant Favre, et Favre, je pense, ne l'avait pas lu, chez Hans Driesch,
qui est un biologiste allemand, qui est également un parapsychologue, et qui a amené la notion de système en biologie, et qui a décrit comme ça, notamment sur l'embryogénèse, comment on ne pouvait pas rendre compte d'un déterminisme de proche en proche pour expliquer comment les êtres vivants se faisaient, parce qu'ils suivaient notamment des plans qui n'étaient pas figurés causalement. Il s'était amusé à faire des expériences où il découpait des embryons à différents moments, d'animaux à différents moments de leur développement, et ben finalement, chacun, avec une partie des informations, suivait le plan. Et donc il y avait cette logique-là, d'une sorte de plan global qui attire, qui fait converger des moyens qui étaient déjà présents. Bon, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais j'avais trouvé ça intéressant, notamment parce que si Favre va beaucoup travailler sur la réversibilité temporelle, il y a aussi cet aspect de réversibilité spatiale qui est présent dans les phénomènes psy. Donc, pour Favre, le psy ne se réduit pas à un processus physique. On n'a pas trouvé de signaux qui rendent compte. On a cherché dans toutes les forces connues de l'univers. Il n'y a rien qui puisse supporter le psy. Donc, toutes les approches très physicalistes et matérialistes du psy, qui sont quand même encore très présentes, il y a toujours des parapsychologues matérialistes, elles ne tiennent pas. Et le vocabulaire qui est utilisé depuis l'époque de Rhine et la parapsychologie académique américaine des années 20-30, c'est un vocabulaire qui nous induit en erreur. De parler de perception extrasensorielle, c'est vraiment créer un paradoxe, un oxymore, parce que toutes les perceptions sont forcément sensorielles. Par contre, ce qui se joue, d'après Favre, c'est un processus qui est l'anti-perception. La perception, c'est une anti-perception. Je vais vous donner un exemple, mais en fait, vous le vivez tous les jours. Je peux vous donner un exemple, c'est de vous dire, là, devant vous, il y a un citron, vous allez le prendre dans votre main, vous allez le découper, vous allez le rapprocher de votre nez, vous allez mordre dedans, et vous allez sentir dans votre bouche le goût du citron. Vous n'avez pas la sensation physique. Vous percevez quoi, là, en fait ? Vous avez une sorte de processus descendant qui vient de votre cerveau animer vos sens, et en fait, c'est une information complètement inversée. Donc la perception, c'est ce truc-là. Comment, dans le psy, je suis face à plein de sensations. Vous avez un voyant qui fait du remote viewing, il dit, quand je touche l'objet, il est rugueux, la lumière se reflète dedans, quand je l'agite, il fait tel bruit. C'est comme s'il allait chercher les informations sensorielles à rebours. Il recrée en lui les informations sensorielles. Et les psychocinèses, c'est pareil pour Favre, ce ne sont jamais des actions physiques. Sinon, c'est de la triche, voilà. Mais par contre, ce sont des anti-actions du point de vue du sujet. C'est comme s'il mobilisait son appareil moteur, non pas pour agir à l'extérieur, mais pour agir à l'intérieur. Il a vraiment la sensation d'avoir tordu dans son esprit l'objet. À partir du moment où il a tordu dans son esprit, ça se tord dans le monde réel. Et donc, il y a vraiment une symétrie qui est décrite par les sujets et dont il faut rendre compte aussi par nos concepts. L'autre aspect, c'est qu'en parapsychologie, on pense qu'on a plein de phénomènes différents. Vous allez trouver des vocables partout. Pour Favre, en gros, il y a un phénomène, mais qui a deux aspects. Voilà. Le phénomène essentiel, et maintenant il y a un consensus des parapsychologues là-dessus, c'est la prémonition. En fait, si vous avez la prémonition, qui implique une inversion temporelle, et qui en fait a une base de déterminisme final, vous avez toute la parapsychologie. Tout se réduit à la prémonition. C'est très étonnant quand on dit comme ça. Même, finalement, la psychocinèse. Et la psychocinèse, les chercheurs en parapsychologie, c'est un des rares phénomènes dont ils ont pu prédire l'existence, ils ont pu prédire la rétropsychocinèse. Donc je vais réexpliquer juste à quoi ça rend compte. Dans les années 60, et d'ailleurs Pierre Jamin était un des théoriciens de cette rétropsychocinèse, il a été avec Rémi Chauvin, voire Rhine, qui bossait avec Helmut Schmidt, etc. Ils ont discuté et ils ont mis en point les expériences. Donc on a aussi une contribution de ce côté-là. L'idée est très simple. Quand on fait la psychocinèse, Rhine a utilisé des dés qui étaient jetés et en direct, le sujet devait avoir des 6, par exemple. Ok. Après, on a amélioré. Plutôt que des dés, on a pris des processus aléatoires vrais, basés sur la physique quantique ou la radioactivité. Et au lieu d'influencer en direct, on s'est dit, on va jeter les données aléatoires, on va les créer, on va les lancer les dés, si vous voulez. On va pas regarder les résultats, mais on va l'enregistrer. On va non seulement l'enregistrer, mais on va le dupliquer. Et cette copie
des résultats, on va la mettre dans un coffre-fort, personne ne la touchera. Puis personne ne regarde les résultats. Donc vous avez juste des 0, des 1, des 0, des 1. Ensuite, on propose une tâche qui devrait avoir un sens pour un individu. Donc la tâche, c'est que quand il y a un 0, le son va venir à l'oreille droite, comme ça, c'est la surdité, et quand il y a un 1, le son va venir à l'oreille gauche dans un casque. Voilà, un son agréable ou désagréable, peu importe. Et on dit au sujet, essayez maintenant, vous décidez soit à droite, soit à gauche, mais vous essayez d'avoir, c'est vous qui décidez, le plus de trucs d'un côté. Voilà, statistiquement, il faudrait que ça dépasse le hasard. Et donc le sujet le fait, il n'est même pas informé que tout est déjà prévu d'avance, puisque tout est déjà calé. Hein. Et il arrive à déformer statistiquement, significativement, le truc. Donc il a modifié la matière, le hasard, mais d'un truc déjà enregistré. Donc là, on se dit, il a peut-être modifié la bande qu'on lui a jouée. Donc on va aller chercher la copie qui est dans le coffre. Elle présente les mêmes jeux de données, les mêmes 0, les mêmes 1. Donc il n'a pas déformé localement et présentement la chose, il a déformé à l'origine l'aléatoire qui a été mis en place. À partir du moment où on a démontré la rétropsychocinèse, on comprend qu'il n'y a jamais de psychocinèse dans le présent. Toutes les psychocinèses sont des modifications des causes antérieures en vue d'une fin. C'est un déterminisme final. Par exemple, et ça c'est plus de la spéculation, mais Favre dit il y a de la place dans la physique actuelle, telle qu'il la connaissait, pour mettre une compatibilité avec les phénomènes subjectifs parapsychologiques. Donc je vous ai déjà parlé des tachyons, il parle également des antiparticules. Voilà, on va découvrir avec Dirac que toute particule a une antiparticule. Donc dans la matière même, il y a une complémentarité permanente. Et ce que va dire Favre, alors c'est un peu gratuit dit comme ça, bah oui, ça c'est la part de réalité subjective de la particule. Donc il va dire les particules rêvent, ont un esprit, c'est l'antiparticule, et ils ont une partie objective qui est la particule telle qu'on la connaît. Sans les antiparticules, il n'y a rien qui fonctionne. Hein. Et alors c'est un peu gratuit, mais why not, hein, il y a de l'espace. Il va dire également, en physique, on trouve un principe de moindre action. Les particules vont suivre le chemin le plus court, le plus économique, pour aller à un point donné, même quand le point donné, il change en cours de route. Alors, on ne comprend plus rien. Comment elles arrivent à savoir la route la plus courte? Eh bien, ce principe de moindre action, qui implique une sorte de finalité, pour lui, il y a une auto-prémonition des particules. Les particules font du psi. Elles sont en inversion temporelle par rapport à ce que nous, on considère comme l'ordre de la flèche du temps qu'on doit suivre. D'ailleurs, la flèche du temps, c'est une invention conceptuelle du milieu XXe siècle. On n'a pas toujours pensé le temps aussi linéaire. Il y a plein de systèmes, comme en Chine, où le temps est circulaire. En Grèce, le temps est circulaire. Vous regardez une pièce de théâtre en Grèce, on vous dit la fin, puis on vous montre la pièce. Voilà. Donc, c'est des logiques, c'est vraiment des questions de réception logique, d'épistémologie, de la façon de concevoir les choses. Et donc, pour lui, le monde imaginaire a un support physique, et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il va piocher à gauche, à droite des éléments qui font consensus en physique pour aller dire, bah non, en fait, il y a une complémentarité possible avec ce qu'il propose. Donc lui, il a une métaphysique du psy, son modèle métaphysique, il est très simpliste comme ça. Je l'ai présenté de la même façon que je présente le monisme à double aspect, parce que je trouve qu'il y a une convergence assez évidente. C'est un monisme décompositionnel à double aspect, comme celui de Harald Assmann-Parer, pour ceux qui connaissent. Il y a une substance primordiale, qui est en bas, là, qui est l'affect, l'affectivité. Ça, c'est une notion qui vient de Stéphane Loupasco. L'affect, c'est une sorte de chaos, de bruit, qui ensuite va pouvoir prendre un sens, donner une action. Mais quand vous vivez des affects, enfin, on peut le prendre sur le plan subjectif, l'affect, c'est une matière très brute. Vous ne savez pas comment la canaliser, et elle vous habite, et elle vous pousse à faire des choses. La colère, l'amour, ce que vous voulez. Et d'ailleurs, on pourrait dire... Enfin, il y a un peu cette analogie, dans les EMI, les gens vont trouver que finalement tout est amour. Et en fait, on pourrait dire tout est affect. Hein, tout est une sorte indétermination primordiale. Ensuite, ça se décompose en matière vivante et en esprit. Voilà, c'est la coupure cartésienne assez classique. Et le monde est d'abord psychosomatique. Le monde tel qu'on l'expérimente, c'est cette combinaison de matière vivante et d'esprit. Après, il y a des extrémités, en fait, de ces décompositions qui peuvent donner une pensée en soi, une pensée pure, et une matière brute qui n'est non vivante. Et effectivement, la matière brute est très étudiée, la matière vivante est étudiée,
l'esprit un peu et la pensée en soi un peu moins encore. La pensée en soi, ça pourrait être le rêve par exemple. Voilà son modèle métaphysique. Il y a des terminologies qu'il va employer, je les ai déjà un petit peu induites, c'est qu'on ne peut parler d'information que pour des signaux physiques qui sont localisables, qui sont analytiques et qui permettent des déductions. Donc l'information, c'est un champ réservé. Et c'est vrai, en physique, on a théorisé l'information shannonienne, voilà. Donc c'est un type d'information, le psy ne fournit jamais aucune information. On peut rien en faire, c'est pas utilisable, on peut rien déduire, c'est pas un signal physique, on peut pas le mesurer comme on veut, etc. C'est pas ça qui circule. Par contre, ce sont des intentions, et donc il les définit de façon tout à fait symétrique. C'est un signal spirituel qui est global, qui est synthétique, et qui procède par induction. Voilà. Là, il y a un glossaire, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment ça se construit. Il va différencier également percipience et agence, je l'ai déjà un peu fait. La percipience, c'est la perception subjective d'intention, donc la prémonition, et l'agence, c'est l'action subjective à partir d'intention. Il rejette la radio mentale, et il y a une autre terminologie, là qui vient de Gabriel Marcel, notamment un philosophe français qui a été un membre du comité d'honneur de l'IMI pendant un certain temps. Gabriel Marcel a bien rendu compte que ce qui se passait dans les aspects mystiques, mais aussi dans la télépathie, ne ressemblait en rien à une communication. On n'a pas du tout cette impression, les gens ne décrivent pas ça, on a l'impression d'une communion. En fait, ils ne font qu'un. Et c'est une manière de penser la chose, finalement comme une fusion du système, une version très globale, où les informations s'échangent en interne, qui est plus juste, plus ajustée à ce que Favre et d'autres décrivent. Après, voilà, j'ai parlé pas mal du paranormal, et je vais aller vers le psy courant, parce que c'est justement une des étapes. Favre, il disait, mais la parapsychologie, ça ne m'intéresse plus. Je vous laisse avec vos trucs du paranormal, c'est bon, j'ai fait le tour. J'ai regardé les expériences, c'est toujours la même chose. J'ai été à plein de colloques, c'est bon, j'ai fait le tour. Par contre, je vois du déterminisme final, et donc du psy, parce que pour lui c'est la même chose au final, partout. J'en vois dans le psychosomatique, et j'en vois dans les phénomènes du quotidien. Et alors, ici, à l'IMI, là où vous êtes assis, il est venu faire un petit exposé pour les étudiants, et il avait proposé ce truc, et je vais vous le faire, hein. Je vais lever une de mes mains. À votre avis, laquelle? Essayez de prévoir quelle est la main que je vais lever. Bernard, une réponse? Raté. Voilà. Et pour lui, c'était une démonstration imparable du libre arbitre et du fait qu'on ne peut pas prédire en fait ce que va faire réellement un être vivant. Il y a des habitudes dans lesquelles il accepte d'entrer, mais en réalité, il peut aussi changer ses habitudes, et cette imprévisibilité, elle est typique du vivant. Donc, pour lui, finalement, j'aurais pu aussi aller dans ton sens. Hein, j'étais pas obligé de créer un truc. Tu vois, ça dépend si j'ai envie de te faire plaisir, ça dépend de ce que j'ai envie de faire, voilà. Et donc, Favre va imaginer, va aller regarder des trucs. Alors, je vais aller sur des exemples plus concrets. On en a parlé, mais Félix a dû partir. L'expérience de Libet, c'est un neurobiologiste américain qui propose une expérience où il demande aux gens de regarder une horloge assez précise, et ils ont une tâche, c'est appuyer sur un bouton. Mais il faut qu'ils repèrent où est l'aiguille sur l'horloge au moment où ils décident d'appuyer sur le bouton. D'accord. Et donc, ils font leur acte, ils disent « elle était là », et ce que va faire le biologiste, c'est regarder dans son cerveau et dans son corps comment ça s'est activé, quelles sont les étapes. Ce que lui va trouver, c'est que le moment de la prise de décision consciente, si on remonte dans le temps à T0, on va voir un début d'activité cérébrale qu'ils vont appeler potentiel de préparation motrice, parce que en fait c'est une arnaque de dire ça, mais potentiel de préparation motrice. Avant que le sujet décide consciemment d'appuyer sur le bouton, et que là, c'est vraiment son mouvement en T2, eh bien, son cerveau savait qu'il allait faire ça. Donc cette expérience a fait couler beaucoup d'encre, parce que ça voulait dire, vous croyez décider, mais votre cerveau a déjà mis en place les choses avant vous. Donc beaucoup ont dit, c'est la preuve qu'il n'y a aucun libre arbitre. La décision consciente que vous percevez n'est que la résultante, l'émergence de processus complexes liés à votre chimie cérébrale. Sauf qu'après, il a multiplié les expériences. Et il a notamment mis en place un droit de veto. Vous pouvez
appuyer sur le bouton et décider de ne plus appuyer sur le bouton. Ok? Lever la main droite ou lever la main gauche. Ok? Eh ben, à ce moment-là, on avait quand même le potentiel de préparation motrice, mais ça n'allait pas forcément au bout. Donc le droit de veto était possible. On pouvait contrer ce que le cerveau avait commencé à mettre en place. Et donc là, ça ne tient plus. L'explication d'un déterminisme linéaire causal ne tient plus. Je ne sais pas si j'en ai perdu 15 000 là, mais l'explication de Favre, pour lui, il dit, ben voilà, c'est une preuve évidente. Ces expériences ne sont pas contestées, elles ont été reproduites partout, c'est vraiment une base. Il dit, ce qui se passe au moment où je prends ma décision consciente, c'est que je fais une agence rétroactive et je vais mobiliser des moyens, qui sont par exemple des moyens corporels, somatiques, pour arriver à ma fin. Donc, c'est une décision très simple, appuyer sur un bouton, hein, c'est pas vraiment une tâche très complexe. Il dit que ça vaut pour tous les phénomènes de prise de décision, de finalement psychosomatique. À chaque fois qu'il y a ça, on a une rétro-psychocinèse dans le cerveau de l'individu. En fait, penser, décider, choisir, concevoir, etc., le rapport corps-esprit, qui est souvent présenté comme votre cerveau sécrète votre esprit, ben, la démonstration, c'est qu'en fait, on pourrait très bien dire votre esprit mobilise les moyens cérébraux dont il a besoin pour arriver à ses fins, qui sont appuyer effectivement sur le bouton, ou ne pas appuyer sur le bouton. Voilà. Donc là, Favre propose, avec son déterminisme, une explication alternative qui maintient le libre arbitre à ces phénomènes-là, à des phénomènes courants. On étend le champ de la parapsychologie bien au-delà de son cénacle habituel. Le libre arbitre va du coup être défini comme une capacité d'inverser le temps. Disons que François Favre était vraiment intéressé par l'idée du libre arbitre. C'était super important pour lui. Et ce qui était le plus important, je pense, même dans sa pensée, c'est la liberté individuelle, en fait. C'est ça. C'est le chemin que l'individu va se créer, son destin, il va se créer son propre destin. C'est pour ça que son déterminisme final, c'est la finalité propre, et non pas la finalité transcendante. Il veut un modèle qui explique pourquoi il est libre de choisir, de faire ce qu'il veut. Voilà. Et donc, il est immanentiste, et il va rejeter, et parfois avec des jurons, tout ce qui est interprétation par des entités, des extraterrestres, ou le hasard. Le hasard, ça ne sert à rien, en fait, en termes d'explication. Donc, la finalité propre l'amène à un personnalisme. Alors, c'est un courant philosophique très particulier, où, en gros, le monde commence et s'arrête à moi. C'est très égoïste. Mais en réalité, là, si je vous demande de fermer les yeux, votre monde, il s'arrête. Hein. Si vous bouchez les oreilles, vous ne m'entendez plus. Votre monde, c'est juste votre intériorité. Après, vous pensez que les autres, ils pensent comme vous et ils voient les choses comme vous, mais en réalité, l'accès qu'on a au réel, c'est notre esprit et notre corps, d'abord. Et après, on nous fait croire que le réel, c'est un champ partagé, alors qu'il se modifie en permanence. Quand on vit une coïncidence significative, une synchronicité, on a l'impression que l'univers nous obéit à nous. Et c'est effectivement ce qui se passe. Mais c'est ce qui se passe. C'est qu'on est connecté à l'univers entier dans cette vision-là. Parce que les gens, ils font des entraînements pour avoir des pouvoirs psy et des capacités, mais en fait, c'est incohérent. Et c'est pas du tout... Il n'y a aucune méthode d'entraînement qui a donné des preuves d'améliorer les capacités des gens. Hein. Enfin, il faut le savoir. Hein. On a tenté pour améliorer les performances en laboratoire, ça ne donne rien du tout. Et les gens, ils font du psy, ils font de la lévitation, mais ils décident pas, ils doivent, ils sont obligés de léviter. On t'a dit qu'il est trop beau. Oui, disons que plus tu pratiques et plus il se passe des choses. Ouais, quand même. Mais c'est pas une technique d'entraînement, c'est l'habitude. Tu peux... Puis sur le nombre de fois où tu le fais. Parce que ceux qui l'ont fait, par exemple, la répétition, comme récemment Herb Mertz, qui a étudié pendant 8-10 ans, et il testait 3 heures par jour devant son psyléron, etc. Ouais, il a eu des très bonnes courbes avec des résultats significatifs, mais on peut dire effectivement, il communie davantage avec son dispositif. Il y avait un sens global que toute son entreprise ne s'effondre pas, mais ça reste finalement un truc très local et très personnel. Pour Favre, ouais. On va parler après du psy du vivant. Voilà. La créativité en général, la créativité dans la nature, la créativité des animaux. Au sens où si un animal est capable de changer de forme pour faire du mimétisme, etc., c'est du psy.
En fait, c'est le même processus de déterminisme final que n'expliquent pas finalement si bien que ça les biologistes. Et donc, il faut accepter qu'il y ait des intentionnalités multiples. Par exemple, la Terre a une intention, le Soleil est vivant. Il y a des travaux récemment encore là-dessus. Je crois que c'est Patrice Van Der Sel qui a écrit un bouquin, mais avant lui, il y avait Sheldrake qui avait publié. Et donc, à quel point on peut imaginer, et Favre va jusque-là, il dit, il y a quand même des bizarreries dans l'univers. L'univers ne cesse de se complexifier et, sur le plan matériel, d'accélérer. Ça n'a pas vraiment de sens, on n'a pas d'explication de cette charge informationnelle et d'accélération. Et lui, en fait, il présume qu'il y a une intention de l'univers, mais qui a un niveau très automatisé, peut-être pas, voilà, mais avec lesquels on peut tout à fait interagir. Alors, je vais aller sur un autre exemple, justement, assez systémique, pour vous montrer une autre illustration qu'utilise Favre pour parler du déterminisme final. Ce sont des données qui sont confirmées absolument partout. Il y a une guerre, il y a des hommes qui meurent, parce que souvent les soldats sont des hommes, il y a aussi des femmes qui meurent, mais moins. Eh bien, on va regarder ce qu'on appelle le sex ratio, le nombre d'hommes qui naissent par rapport au nombre de femmes. Normalement, c'est, on va dire, 1 pour 1, mais en réalité, on a des études qui montrent quand même que c'est 1,1 pour 1, etc. Sauf que là, quand on a des mesures après une guerre, qui a été meurtrière, eh bien, on se rend compte qu'il y a plus d'hommes qui naissent dans un espace, une nation, etc., comme si ça venait remplacer les pertes. Et plus récemment, on a même des résultats qui montrent que avant cette guerre, il y a déjà plus d'hommes qui naissent pour ça. Alors, il y a des explications qui sont venues, genre, il y aurait des hormones, il y aurait du stress, qui faciliterait d'avoir un garçon plus tôt qu'une fille dans le corps. Mais en fait, c'est une explication ad hoc qui n'a pas forcément une chaîne causale extrêmement claire. Parce qu'on n'arrive pas à injecter les hormones pour être sûr d'avoir un garçon. Aujourd'hui, on n'a pas ce déterminisme-là. Par contre, pour Favre, ça montre qu'au niveau de l'espèce, il y a des mécanismes de régulation qui ont du sens et qui se font tout à fait inconsciemment, mais sur un mode de déterminisme final. Donc, c'est un processus sociétal néo-lamarckien. Voilà. Et c'est intéressant d'avoir des extensions et de discuter avec des données que personne ne conteste, à quel point la parapsychologie peut apporter des choses intelligibles. Là, je ne peux pas forcément tout expliquer, je vous ai mis le schéma malgré tout, mais je vous dis, il va aller chercher la notion de créativité, parce que pour lui, le psy, le vivant et la créativité sont une seule et même chose, et la finalité, si vous voulez. Tout ça, c'est une combinaison de libre arbitre qui vient puiser dans un futur complètement imaginaire des choses qui vont rétro-déterminer des moyens que je suis complètement incapable de prévoir et qui convergent pour créer quelque chose. Et donc il va beaucoup s'intéresser aux biographies des créateurs, qui sont souvent des gens qui non seulement ont des expériences paranormales assez récurrentes, mais aussi ont ce qu'il appelle de la tychologie. Ils ont une destinée paranormale, ils font des rencontres, ils sont là, il y a des choses qui se passent comme ça. C'est l'ensemble de leur univers qu'ils transportent avec eux qui est comme ça coloré de signification. Mais ils s'intéressent, ça va être dur à résumer tout ça, mais finalement, que fait un créateur, un artiste? Il fait, selon Favre, une action magique, c'est-à-dire qu'il se laisse presque posséder par son soi, un des soi virtuels qu'il a, qui permet de réaliser un idéal. J'ai un tableau blanc et je veux mon chef-d'œuvre. Je veux pouvoir, surtout, harmoniser des affects qui sont chaotiques en moi. J'ai besoin, je dois produire quelque chose pour que ça sorte. Donc, il y a cette harmonisation extériorisante d'une pulsion chaotique, ce rythme que je porte, j'en fais une action magique, parce que quand je suis devant le tableau, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Quand je suis devant le poème, la page blanche, etc., ça sort, et peut-être je trouve une certaine satisfaction d'avoir réalisé cet idéal. Je peux en passer à un autre, je peux ne pas aimer mon tableau, les autres ne peuvent ne pas aimer mon tableau, mais c'est sorti, et c'est ça la création, finalement. Et donc, en fait, ce que fait l'artiste, ce qu'il ne peut pas, il doit pourtant réussir. Voilà, c'est ça son action. Donc là, on arrive à un événement créatif qui est improbable et significatif. Si on savait ce que Picasso allait faire sur la toile avant qu'il le fasse, il a dit, ça sert à quoi que je le fasse? Je le fais pas. Si je sais déjà ce qui va apparaître, je le fais pas. Et il y a l'autre point de vue du contemplateur, nous qui arrivons, et il y a un tableau moche, beau, peu importe l'avis esthétique que chacun va lui donner, mais il vient nous toucher, nous, c'est ce qu'on aurait voulu et on n'aurait pas su produire. Et donc ça va nous inspirer, c'est une perception magique qui nous dit, cet idéal est réalisable
C'est comme Favre qui découvre Novalis dans ses écrits. C'est cet idéal-là qui va tellement l'influencer qu'il change. Et le but de l'art, c'est aussi de générer finalement des processus d'harmonisation et de création chez d'autres. Et donc il y a une évolution imaginaire dans le passé pour correspondre à une harmonie supérieure. En fait, ce que fait le contemplateur, peu importe l'artiste, il est mort il y a 400 ans, il découvre son œuvre, il est choqué, il a son syndrome de Stendhal, et à partir de là, il fait quelque chose. Donc il a une vision, Favre, de l'art qui réintroduit la magie. Et qui dit, il y a les historiens de l'art, les gens qui parlent d'art aujourd'hui, ils sont souvent à côté de la plaque. Et par exemple, il donne l'exemple du Quai Branly, on met des objets d'art magiques sur des étalages, on a complètement oublié leur sens, et on me parlait tout à l'heure du fait que beaucoup des femmes de ménage ont demandé un droit opposable pour quitter le travail parce qu'il y avait des objets qui sont possédés et qui sont vaudous, et pour elles ont gardé leur caractère magique, et c'est impossible de passer à côté, quoi. Mais bon, voilà, il a toute une théorie, ça prend un chapitre gigantesque, je vous résume ça en une slide, pardonnez-moi. Et donc la psychologie, pour arriver finalement au total, c'est cette science métaphysique qui reste à créer, mais il disait, putain, j'ai du taf, je dois faire une science du rêve, de l'intentionnalité, de la finalité, de la créativité, parce que les autres, ils font pas le boulot, et je dois compiler tout ça pour faire une science métaphysique des interactions entre causalité et finalité, dont le domaine, c'est à la fois le paranormal rare et le normal courant. On doit étudier le déterminisme de la signification qui est circulaire et qui est donc ultra complexe, et on doit transformer cette métaphysique en science, c'est-à-dire, oui, on peut gloser sur la métaphysique et sortir des théories très exotiques très facilement, on s'en prive pas, mais comment on en arrive à avoir ce déterminisme qui vraiment nous dit, bon, on prend tel cas, on peut vraiment pointer, on peut se mettre d'accord sur les concepts qui nous permettent de comprendre comment les choses ont cheminé, même s'il y a une part d'objectif et de subjectif. Donc là, transformer la métaphysique en science, c'est un des aspects de la parapsychologie. La parapsychologie, c'est quasiment une métaphysique expérimentale. C'est assez fou de se dire ça, mais par exemple, vous avez je prends cet exemple du chat de Schrödinger, tout le monde connaît l'histoire. Ben, vous savez qu'on l'a testé ? Ouais. Helmut Schmidt, il a pris un chat, il a pris les conditions, et il a essayé de voir si ça a influencé le résultat. Les parapsychologues, ils n'ont pas de limite, en fait, à ce niveau-là. Ils veulent vérifier des hypothèses métaphysiques, et c'est ça qui va nous permettre d'avancer sur le plan de la parapsychologie théorique. Donc, sa théorie essaye de restaurer le libre arbitre, elle unifie la perception sensorielle et la psychocinèse, elle connecte le psy, la créativité et la vie, et elle critique la parapsychologie causale, et il a des mots très durs par rapport à ses collègues, comme Rémi Chauvin, vraiment, qui est un idiot fini, ou des choses comme ça, parce que ces gens-là n'ont jamais dépassé leurs options matérialistes, leurs préjugés, tout en faisant de la parapsychologie. Il y a une contradiction dans les termes, c'est qu'ils ont pas fait comme lui le cheminement d'aller regarder quels étaient les cas spontanés. Il disait par exemple, il y avait Olivier de Costa-Bourgard ne croyait pas au poltergeist. Voilà. Il n'en a jamais vu, il n'a pas lu les travaux, ça n'existe pas. Mais on ne peut pas faire ça. Dans quel domaine scientifique on peut se couper des données qui viennent de la base ? Enfin, voilà. Donc c'est un modèle original et complexe, je pense que vous l'avez saisi, que j'ai fait de mon mieux, mais que c'est riche. Il réhabilite un déterminisme final que finalement, dont personne ne veut. Je veux dire, bon, Aristote en a parlé, mais après lui, toutes les formes de téléologie ont été battues en brèche, comme n'étant pas si suffisamment scientifiques. Bon, voilà. Ça développe une vision complémentariste du monde qui est finalement très équilibrée. Il n'est pas antimatérialiste, ça sert à quoi d'être antimatérialiste ? Sans la matière, on ne fait rien du tout. Voilà. Donc, il est toujours à trouver cette harmonie et cet équilibre à la fois pour lui, en tant qu'être humain, et pour créer un système qui puisse parler à d'autres. Voilà un peu le projet. Et il définit la parapsychologie comme une métaphysique scientifique, ce que les parapsychologues ont du mal à reconnaître parce que ils essayent de dire « mais non, on pourrait intégrer la télépathie, ça ferait pas trop de mal », mais non, en fait, ça va bouleverser tellement de repères sur le fonctionnement de la science et la compréhension du monde, que oui, forcément, vous allez vous faire taper dessus, parce qu'il y a un challenge gigantesque, il faut l'admettre, il faut l'adresser, quoi. Il faut le supporter. Voilà. Et maintenant, okay. Merci.